Et bonjour les amis et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo visite et découverte. Nous sommes dans l'ouest du département, dans l'Aveyron, pour vous raconter l'histoire passionnante et mouvementée, surtout d'une cité fortifiée qui a été créée il y a plus de 700 ans. Avec une topographie bien particulière, vous allez voir, entourée par 7 collines. Vous êtes prêts? Alors bienvenue à Villefranche de Rouergue. D'après plusieurs écrits qui font mention d'un petit village qui existait déjà au 7e siècle en rive gauche du fleuve de l'Aveyron, mais qui n'a aucun lieu de prière pour ses habitants. Ce sera bien plus tard, à l'année 1099, qu'une chapelle antérieure, nommée Sainte-Carpille, sera construite au sommet d'une colline, appelée le Calvaire, par le comte de Toulouse, Raymond IX de Saint-Gilles. Elle deviendra le seul lieu de culte des environs. De nos jours, elle se prénomme Saint-Jean d'Aigremont, du haut de son sommet, où elle surveille tous les habitants. En ce temps-là, tout le territoire appartient au comte de Toulouse depuis plusieurs décennies. Mais le pouvoir en place va changer de main avec l'arrivée des Capétiens, de par l'union d'Alphonse de Poitiers avec l'héritière du comte Jeanne de Toulouse en 1241. Arrivé au siège de la sénéchaussée qui se trouve à la cité de Najac, l'ancienne capitale du Rouergue sera jugée trop fidèle à l'ancienne dynastie. Il sera décidé de créer une nouvelle ville qui sera de l'autre côté, cette fois-ci en rive droite du fleuve de l'Aveyron, pour y implanter le nouveau siège administratif qui sera doté de franchises et d'exemptions fiscales pour assurer le succès et l'avenir de l'entreprise. C'est ainsi qu'en 1252, cette nouvelle cité, qui prendra 4 années de fondation, sera appelée Villefranche de Rouergue. Le projet est confié au sénéchal de Rouergue, Jean des Harcy, qui lui donne cette topographie orthogonale inspirée des règles d'urbanisme de la Rome antique, avec des rues rectilignes parallèles qui se croisent en angle droit, créant des îlots de forme quadrangulaire menant à la place centrale de 70 mètres sur 40, le cœur fondamental où les activités commerciales sont réunies. C'est ici que l'église Notre-Dame sera construite en plusieurs étapes. Tout d'abord, l'abside pentagonale et sa nef de 55 mètres de longueur en 1260. Puis son imposant clocher qui prendra près de 3 siècles avec pour ambition de devenir la plus haute tour de tout le territoire et de dépasser la tour de la cathédrale de Rodez avec ses fameuses 87 mètres de hauteur. Mais elle restera inachevée à cause de nombreuses guerres et d'une pénurie pour finalement poser une simple toiture en 1585 avec une hauteur de 58 mètres. Une charte des coutumes signée à Vincennes est accordée en 1256 pour réglementer les transactions commerciales qui arrivent dans la cité, créant un important carrefour très bénéfique qui se développe, permettant l'arrivée de nouveaux habitants fortunés, dont les nobles. À la fin de ce siècle, le projet d'un pont fortifié en pierre pour traverser le fleuve de l'Aveyron par le sud est envisagé. Le roi Philippe le Bel autorise les consuls
à contraindre les habitants de ce village, situé de l'autre côté du fleuve, pour contribuer à la construction du pont qui commence de 1298 jusqu'à 1321, pour un coût qui sera de 200 francs au total. Mesurant 50 mètres de longueur avec 2 tours crénelées de 12 mètres sur 4, séparées de 20 mètres chacune pour la surveillance de nuit, mais aussi l'aménagement d'un pont-levis pour permettre d'interrompre l'accès de la cité à tout moment. Le pont, qui sert également de péage, sera nommé le pont des Consuls. Il sera aligné dans le prolongement de la rue de la République, autrefois appelée rue Droite, qui rejoint directement la place centrale. Cette rue possède une largeur importante de 6 mètres pour la bonne circulation des nombreux chariots et mulets qui livrent les précieux chargements aux magasins et sur le marché. En 1336, la fontaine publique du Griffoul est édifiée par les consuls sur la place de la Fontaine, alimentée par une source pour permettre aux habitants de s'approvisionner quand ils le souhaitent. En 1347, la ville débute la construction de ses remparts, mais avec l'arrivée de la peste noire qui sévit l'année d'après en 1348 et 1349, où environ 3000 personnes succombent à la maladie, les travaux des remparts et de l'église sont arrêtés pour construire l'hôpital Saint-Martial qui sera juste à côté de la collégiale pour soigner les malades. En 1356, pendant la période de la guerre de Cent Ans, les consuls, en colère pour des prix de plus en plus importants liés à l'achat des vêtements et de la nourriture, qui sont fabriqués par les bourgeois de la ville, inconscients de l'équilibre des coûts du marché. C'est alors qu'en mai 1369, les principaux privilèges de Villefranche sont confirmés à la fois par des lettres du duc d'Anjou Louis Ier et du roi de France Charles V le 21 juin 1370. La décision est alors prise au siège du sénéchal. Avec le juge mage et la trésorerie pour fixer les limites et les équilibres de chaque produit fabriqué pour tous les partis, quels qu'ils soient, la construction d'un bâtiment qui sera entièrement dédié pour la monétaire royale débute en décembre 1371, qui existera pendant 185 ans. Au milieu de la décennie suivante, le roi de France, Charles VII, dit le Victorieux, est en visite dans le territoire. Il offre des vitraux à l'église Notre-Dame en 1443, qui viennent se rajouter aux 2 premiers orgues installés 10 ans plus tôt. Suite à une donation testamentaire d'un riche marchand de la ville au nom de Vézian-Valette, qui décide de laisser la quasi-totalité de sa fortune aux moines de l'ordre carthusien le 17 juin 1450, avant de partir pour un pèlerinage à Rome, où il y mourut. Son argent va contribuer à la construction d'un monastère à Villefranche pour une messe tous les jours pendant que le bâtiment existera. 2 ans plus tard, les travaux commencent sous la direction de Richard de Condon avec la grande chapelle et la salle capitulaire qui se terminent en 1458. Puis celui du petit cloître l'année d'après. Les moines s'y installent à partir de ce moment malgré les travaux d'autres bâtiments supplémentaires comme le réfectoire, la cuisine, la grange, la boulangerie, l'hôtellerie et la chapelle des étrangers, ainsi que les différentes sculptures qui continueront jusqu'en 1528. Pendant ce temps-là est élevée la chapelle Saint-Jacques en 1455. La ville deviendra une étape essentielle des chemins de Saint-Jacques de Compostelle, surnommée la Via Podiensis, au départ de la ville du Puy-en-Velay, en Haute-Loire. De ce fait, un hôpital est construit pour y accueillir et soigner les pèlerins qui arpentent ces chemins. En 1487, les religieux de Saint-Augustin arrivent en ville. Ils construisent leur chapelle en 1520. Mais ils ont aussi un collège où ils enseignent leur religion pendant près de 300 ans
jusqu'à la destruction complète des bâtiments, sauf celle de la chapelle, qui deviendra une église paroissiale. En 1497, un incendie dévastateur détruit tous les bâtiments de la grande place de Notre-Dame. La reconstruction complète de toutes les maisons se feront dans le nouveau style de cette époque moderne que vous pouvez découvrir avec notamment la tour de la maison Gobert avec ses sculptures détaillées incroyables située dans la rue Marcellin Fabre. Nous sommes en mars 1509. Un charretier nommé Collonges s'enlise dans les terres détrempées par les eaux du Vénéric, abondées par la fonte des neiges. Après une journée à sortir sa charrette, attelée à des chevaux. Quand il sonna l'Angélus le soir, il pria la Vierge. C'est à ce moment qu'il vit, alors sur des grosses pierres, les 12 apôtres et la Vierge qui lui souriait. Quand la rumeur se répand, les pèlerins viennent en nombre vers ce lieu de miracle par un chemin qui est aménagé rapidement. C'est ainsi que la construction par les consuls de la chapelle Notre-Dame des 13 Pierres débute en 1525, connue aussi sous le nom de Notre-Dame de Pitié. La chapelle sera détruite, puis reconstruite plusieurs fois, notamment à cause des guerres de religion entre l'Église du Moyen Âge et l'Église classique. C'est en 1628 qu'une nouvelle épidémie de peste arrive à Villefranche. D'abord, racontée par les récits des marchands et des voyageurs ayant vu des campagnes et des villes entièrement infectées. La peur s'installe peu à peu et gagne toute la cité, ce qui incite bon nombre d'habitants à fuir vers les contrées préservées, tandis que d'autres se barricadent comme ils le peuvent dans les forêts et les champs, à la merci de la famine et des animaux sauvages. À l'approche de l'été, les bourgeois rassemblent leurs richesses, ferment leurs portes avec soin et quittent à leur tour la ville. Lorsque l'épidémie franchit les portes de la cité, un consul du nom de Jean Roux reste sur place pour organiser l'état de siège, pendant qu'un conseil de santé est mis à disposition pour les plus démunis. La décision de couper la ville du reste du monde est instaurée. Tous les ponts sont fermés, les murailles sont hautement gardées, les marchés et les foires sont suspendus. Tous les aliments et produits sont réquisitionnés, le rationnement et les prix sont contrôlés. La moitié de la population qui sera infectée seront enfermés dans des campements en dehors de la cité pour y mourir à petit feu, puis transportés dans des fosses communes. La ville de Villefranche, qui est à présent livrée elle-même, sombre petit à petit dans le chaos. Marché noir, sorcellerie, charlatans, pillage, c'est la désillusion complète, l'anarchie. Désorganisée et endettée, avec quelques rechutes pandémiques, la ville mettra plusieurs années avant de retrouver sa prospérité d'antan. À la mort du roi Louis XIII en juin 1643, les paysans du Rouergue, surnommés les Croquants, se révoltent contre l'ordre fiscal et la politique. Menés par un certain Bernard Calmel, surnommé La Fourque, ils investissent le village de Marcillac, devenant de plus en plus nombreux, jusqu'à 1200 personnes. Ils se rendent aux portes de Villefranche. Menés par Jean Petit, un chirurgien barbier, et Guillaume Bras, un maçon aubergiste, ils ordonnent de faire baisser les taux pour les faire revenir à ceux de l'année 1618 qu'ils arrivent à obtenir sans trop de difficultés. Grâce à cette réussite, ils reviennent l'été suivant à Villefranche avec un nombre beaucoup plus important de 10 000 personnes, mais cette fois-ci, ils ne réussiront pas face au gouverneur de la province, plus rusé. Les meneurs sont capturés et arrêtés, mais l'un d'eux parvient à s'échapper pour se replier au château de Najac. Bernard Calmel et deux de ses lieutenants sont arrêtés et condamnés en octobre 1643. La tête de Bernard Calmel sera exposée au bout d'une pique sur une tour du village de Marcillac, d'où est partie la révolte, pour montrer la punition qui sera réservée aux prochains. La confrérie n'étant pas très riche au début de sa fondation, ne possédant pas de terrain pour construire leur chapelle, ils se regroupent provisoirement dans la chapelle Saint-Jacques.
C'est au début de l'année qu'un des membres de la confrérie, Monsieur de Garibal, fait un don important qui permettra d'acheter le terrain près des remparts au nord de la cité. La première pierre est posée au début de janvier 1642. Les plans s'inspirent en grande partie de la chapelle de la Congrégation royale des Pénitents bleus de Saint-Jérôme à Toulouse, avec une architecture baroque. C'est au mois de juin 1664 que les pénitents noirs s'installèrent dans leur chapelle dédiée à la Sainte-Croix avant la fin de la construction des dômes et de la couverture par l'architecte Foulet. Les travaux continuèrent lentement jusqu'en 1671 du fait d'un manque d'argent, mais au moins la plus grande partie des travaux étant achevés, ce qui permettra à l'évêque de bénir l'édifice au mois de mai 1671. La première messe sera prononcée le 4 juin. 2 ans plus tard, à cette même date de ce 4 juin, les pénitents noirs participèrent à la reconstruction de la chapelle Saint-Jérôme de Toulouse, sur décision de l'évêque de Rodez. En 1701, le plafond en bois est décoré par les peintures d'un artiste voué au culte de la vraie croix. En 1709, le rentable, qui se trouve derrière la table d'autel, ornée de représentations historiées en bois doré sur lequel est sculptées les différentes scènes de la Passion du Christ, est construit jusqu'en 1725. Une œuvre d'art incroyable, même si cela représente quelques inconvénients. Moins de fenêtres, du coup, moins de lumière. Quelques années plus tard, la façade est améliorée avec un rajout de frontons circulaires et de balustrades. La décoration intérieure est reprise en recouvrant les murs de peintures qui imitent le marbre. En 1766, 6 tableaux sont commandés au peintre Dujon, originaire de Lorraine. Ils sont placés dans des cadres en gypserie dorée à la feuille, installés côté nord et côté sud. Nous sommes le 3 mai 1715, aux alentours de 8 heures du matin. Ce jour-là, la foule et les ouvriers qui transportèrent les 3 croix, qui doivent être implantées au sommet du calvaire en face de la chapelle Saint-Sépulcre, sont témoins d'une chose remarquable. La foule, présente ce jour-là, fut tellement surpris par cet événement totalement imprévu que tous ont été saisis d'une frayeur commune. Ils s'enfuirent de tous les côtés avec précipitation comme pour échapper à leur dernière heure funeste. Les uns poussaient des cris de miséricorde et de pardon comme s'ils allaient mourir. Un vent de panique gagna toute la ville, faisant sortir tous les habitants de leur maison qui ne comprenaient pas ce qui se passait, jusqu'au moment où le soleil réapparut vers 10 heures. Une note de l'Observatoire de Paris précisera que cette éclipse aura duré exactement 2 heures et 56 minutes, en rajoutant que le soleil était fort luisant, alors il fut très obscurci. Jusqu'à la Révolution de 1789, Villefranche était la capitale du territoire de Rouergue. Elle comprenait, dans la partie de la Haute-Marche, avec Millau, Compère, Créteil, Saint-Rome-de-Tarn, Saint-Cernin, Roquesauzière, Pont de Camarès et Saint-Affrique. Pour la partie de la Basse-Marche, avec Najac, Viguerie, Saint-Antonin-Nobleval, Sauveterre de Rouergue, Pérols, Pérus-le-Roc, Uzitz, Villeneuve d'Aveyron, Rieux-Pérou et la Salvetat. Après la Révolution, Villefranche perdra son statut de capitale au profit de Rodez, qui sera la nouvelle préfecture du nouveau département de l'Aveyron. C'est à ce moment que le couvent des Cordeliers, construit en 1260, qui sera en majeure partie détruit, remplacé bien plus tard par une chapelle en hommage à Sainte Émilie de Roda, fondatrice de l'Institut de la Sainte Famille en mai 1816. Construit dans le style néogothique avec un haut clocher-mur, bâti plus tard entre 1952 et 1958. Au milieu de ce siècle est construite une ligne de chemin de fer. Pendant l'année 1854, des travaux d'une grande ampleur commencent avec la réalisation de tunnels. La gare, quant à elle, est réalisée 4 ans plus tard, en 1858. La ville est un point névralgique de la production de minerais produits dans les mines de la Baume pendant la Révolution industrielle.
Plusieurs bâtiments municipaux sont construits. Tout d'abord le palais de justice en 1881, qui deviendra plus tard la mairie, puis un collège en 1885 et un théâtre 2 ans plus tard. Derrière l'église se dresse le hall au Gras, un nouveau bâtiment qui sera utilisé pour les marchés et les foires, construit à son tour en 1888 sur l'emplacement d'un ancien cimetière qui avait été déplacé des années auparavant à l'extérieur de la ville, à 1 kilomètre au nord. Les faits se déroulent durant la nuit entre le 16 et le 17 septembre 1943. Le 13e bataillon de pionniers de la 13e division SS est composé en majorité de Bosniaques et de Croates. Tous enrôlés de force dans l'armée allemande, ils se rebellent contre leurs dirigeants. Le bataillon de génie avait été infiltré par des éléments communistes où parmi eux se trouvait un sous-lieutenant de 25 ans qui occupait le poste de chef de section de la première compagnie. Il y avait avec lui 2 de ses camarades, un adjudant-chef croate de 20 ans et un adjudant bosniaque de 22 ans. Unis face au même ennemi, ils réussissent à convaincre avec eux d'autres mutins. Leur opération commence au coup de minuit. Ils pénètrent dans l'hôtel moderne, capturent 5 officiers de l'état-major du bataillon, tous des Allemands originaires des Balkans, qu'ils exécutent de sang-froid. Pendant ce temps, les autres s'emparent des bâtiments stratégiques de la ville, comme la gendarmerie, le bureau de poste et la gare, entre autres. En prenant le contrôle total de la ville, qui sera libérée de l'occupation allemande. Mais la réussite ne sera de courte durée du fait que le commandement allemand sera rapidement alerté. Celui-ci va dépêcher un nombre important de renforts venant de Rodez et de Mende pour reprendre la main. Plusieurs batailles sanglantes dans plusieurs rues de la ville avec des insurgés démunis, sous-équipés et inférieurs en nombre face aux Allemands qui reprennent facilement les lieux. Sur les 950 hommes du bataillon, les meneurs ont réussi à convaincre environ 60 personnes, ce qui montre la fragilité de la motivation parmi les SS. Au global, on estime entre 20 et 30 morts dans les combats de rue, 18 prisonniers sont condamnés à mort puis exécutés, 15 ont reçu des peines de travaux forcés et quelques-uns ont réussi à s'enfuir. Même si cela n'a pas duré longtemps avec une ampleur assez limitée, cela reste un événement historique mineur, ce qui n'empêche pas d'être utilisé par les autorités pour déformer la vérité à des fins politiques diverses et variées pour parvenir à leurs fins. Or, dans un bataillon SS, il est très difficile de trouver des bons parmi les mauvais. Cependant, le souvenir de ces événements reste gravé dans la mémoire de la ville, qui fera, après la fin de la guerre, une avenue en hommage aux Croates, et aussi un parc mémorial construit en 1952 avec les sculptures de ces héros offerts à la ville par le gouvernement croate. Durant les années 50, la ville de Villefranche a accueilli plusieurs éditions de courses de vitesse de moto sur un tracé de près de 9 km qui sera rapidement classé au rang international. Appelé le circuit Farou, théâtre de joutes épiques et de records vertigineux sur un tracé exigeant en plein cœur de la ville. L'ancienne chapelle des Pénitents Bleus, construite vers la fin du XVIIe siècle, érigée à Saint-Jérôme, fut vendue lors de la Révolution, puis a été abandonnée lorsque la confrérie disparaît en 1905. La municipalité rachète le bâtiment dans les années 1970 pour en faire la bibliothèque municipale. En 1976, les orques à buffet gothiques sont classés au titre des monuments historiques. Construits dans ce style très peu répandu dans la France, les premières orques installées en 1433 seront remaniées vers 1845. C'est dans la tour de l'abbatiale, après avoir monté les 163 marches, que se dresse l'un des plus beaux carillons de la région d'Occitanie. Il est constitué maintenant d'un jeu exceptionnel de 48 cloches, toutes réalisées par un célèbre fondeur de Annecy-le-Vieux. L'orgue se joue manuellement depuis 1818 et sera automatisé à partir de 1961, raccordé à l'électricité par un clavier mécanique qui joue tous les midis. Mais on peut entendre aussi les jolis chants des airs d'hier et d'aujourd'hui, réalisés par des carillonneurs bénévoles tous les jeudis matins à 10h30, les samedis matins à 9h30 et les 4e dimanches de chaque mois de 15h à 17h.
De nos jours, la ville de Villefranche-de-Rouergue comprend 125 rues et ruelles, 1014 immeubles et 17 monuments classés aux monuments historiques, dont l'église Notre-Dame, l'une des plus grandes de France, mais également la chartreuse de Saint-Sauveur avec ses 2 cloîtres, dont l'un fait partie des plus grands de France. Venez découvrir ces lieux emblématiques de cette charmante ville qui ont rouvert depuis le début de ce mois d'avril. Ce sera l'occasion de bien débuter cette nouvelle saison estivale. Pour plus d'informations, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Clique si tu veux. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Passez un bon week-end, une bonne semaine, gardez le sourire. Et nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos visites et découvertes. Tous, je vous laisse avec la vue sur le pont.